Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes un journaliste et un écrivain d'aujourd'hui, également passionné par le monde d'hier et d'avant-hier. Vous passez des jours et des nuits pendant des années à transformer l'histoire en roman vrai. Nous avons modestement 1 heure pour les évoquer. Bonjour Olivier Guèze. Bonjour. Alors, vous publiez un livre, Mésopotamia, qui est chez Grasset, qui est un roman assez étonnant qu'on va évoquer. Mais on va évoquer votre parcours parce que vous êtes journaliste et écrivain. Et un journaliste assez particulier par votre parcours. Et dans les clés d'une vie, on aime bien évoquer ces parcours pour vous connaître mieux au-delà de votre livre. Alors pour ça, j'ai trouvé des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 28 janvier 1977, une inauguration historique. L'Europe a pansé ses blessures, puis elle a surmonté pour l'essentiel... L'inauguration du Parlement européen par Valéry Giscard d'Estaing. Vous avez 3 ans et vous êtes juste en face. Je suis juste en face et c'est le futur, même pas pro-européen, européen que je suis devenu. C'est un premier traumatisme en fait, puisque moi j'adorais la piscine, je continue d'y aller tout le temps. Et je comprenais pas pourquoi on avait détruit ma chère piscine pour cette espèce de grande péniche. Je crois que c'est le Conseil de l'Europe, c'est pas le Parlement européen. Oui, ça fait ainsi, parce que le Conseil en fait accueillait le Parlement à l'époque. Donc il y avait un double... effectivement, donc c'est un premier traumatisme, mais qui en fait ne dit rien de ma future relation à l'Europe. Je crois que c'est vos grands-parents qui habitaient juste en face. Exactement, moi j'ai passé ma petite enfance chez mes grands-parents et vraiment ils étaient mais juste en face du Conseil. Alors il se trouve que le premier bâtiment où siégeait le Conseil de l'Europe en 49, c'était le bâtiment de l'Université de Strasbourg. Tout à fait. Ensuite, il y a eu c'était le palais universitaire. Ensuite, il y a eu un bâtiment provisoire en béton, la Maison de l'Europe. Et ensuite, il y a eu ce fameux siège du Conseil de l'Europe. Exactement. Alors, ce qui fait que vous allez grandir dans une ambiance cosmopolite européenne, Olivier Guèze. Cosmopolite, n'exagérons rien, mais disons que j'ai grandi dans une ville qui, dans les années 80, célèbre l'amitié franco-allemande, la réconciliation et l'Europe presque au quotidien. Il y avait une atmosphère très particulière quand j'étais enfant à Strasbourg. Il y avait ces sommets très régulièrement entre Kohl et Mitterrand. Il y avait évidemment différents conseils européens. Jacques Delors venait souvent. Il y avait cette proximité à la fois avec l'histoire, tout ce qu'elle avait pu faire de mal à la région, et par ailleurs un vent d'espoir incroyable qui s'est conclu par la chute du mur à la fin de 1989. Et pour un gamin de 15 ans, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, c'est vrai que Helmut Kohl adorait venir à Strasbourg régulièrement. Il y venait à titre privé. Il adorait manger à Strasbourg, voilà. Chez Yvonne, entre autres, avec François Mitterrand. Et je crois qu'il y a une image à la télévision à la fin d'un conseil européen où ils vont boire un dernier verre dans une brasserie et Kohl demande une bière et le président Mitterrand une tisane. Ça en dit long sur l'amitié franco-allemande, tout est possible. Alors il se trouve aussi, quand vous parlez des problèmes, c'est vrai qu'après le traité de Sedan, l'Alsace et la Lorraine sont devenus allemands et que ça a posé plein de problèmes à des familles qui ont quitté l'Alsace. Et c'est vrai que votre famille, vos ancêtres, étaient d'origine juive et d'Alsace-Lorraine. Ah, pas que. Et Méditerranée aussi. En fait, très peu. Enfin, fondamentalement, d'Alsace-Lorraine, oui et non. C'est-à-dire que la famille de ma mère, ma grand-mère, qui a énormément compté pour moi, était née à Thionville, donc en Lorraine allemande, à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais sa famille était d'origine plutôt rhénane, donc plutôt allemande. J'ai retrouvé récemment d'ailleurs des papiers, ils se sont mariés à Freiburg, donc côté allemand. Et alors la famille de mon père n'a rien à voir. Ce sont des juifs tunisiens. Mon père est arrivé au début des années 60 en Alsace étudier. Oui, donc quand je parle de quelque chose de cosmopolite, on n'est pas loin avec le mélange. Vous avez raison. En effet. Non, il y avait entre l'atmosphère dans la ville et l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi, effectivement, il y a eu des influences très diverses, très fortes. Olivier Guèze, en plus vos parents n'ont rien à voir avec le journalisme, parce que je trouve que votre père est gynécologue et votre mère pédiatre. Et puis, mais le journalisme, ça vous attire, parce que ce qui vous attire au départ, c'est la géographie européenne. Pas que. Ce qui m'attire au départ, en fait, enfant, j'ai toujours été fasciné par l'objet livre, l'objet journal, le papier, les histoires. Et au fond, je pense que je me suis jamais vraiment posé la question de ce que j'allais devenir. J'étais presque persuadé que je travaillerais
j'écrirai d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, votre grand-mère vous avait découvert les livres, je crois. C'est ma grand-mère et ma mère. Ma mère aussi a quand même joué un rôle, rendons à César ce qui appartient à César. Ma mère m'emmenait très très régulièrement en librairie le samedi. C'était une joie immense. Et pour découvrir toutes sortes de livres. Tout et n'importe quoi. Je revenais avec des piles de Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, Folio Junior, livres de poche, beaucoup de journaux aussi. Je lisais beaucoup de journaux pour enfants. Et les journaux pour enfants, d'ailleurs, le premier journal pour enfants qui a parlé de l'Europe, c'est Tintin. Oui. Il y a eu un concours Europa Junior organisé par Raymond Leblanc, l'éditeur, avec la question « Quelle est votre vision de l'Europe pour les enfants en 60 ?» Eh ben, vous me l'apprenez, j'étais pas là en 60. Mais je sais, par exemple, moi j'ai été biberonné à la bande dessinée belge. Oui. Donc il y avait aussi cette ouverture sur un ailleurs qui était très proche. Mais c'était quand même autre chose. Moi, ma référence, c'était vraiment le journal de Spirou, par exemple, puisque vous voulez qu'on parle de l'enfance. Et là, on est dans une logique très belge, très catholique, branchée pas mal aussi sur les années 60, 70. J'ai toujours eu un rapport avec le passé assez étrange. Je n'étais pas tellement un enfant de ma génération. Oui, en même temps, Spirou et Fantasio sont devenus des classiques. Sont devenus des classiques, mais ceux qui m'intéressaient, c'était les Spirou et Fantasio qui avaient été écrits, dessinés 20 ans, 30 ans plus tôt, bizarrement. Oui, par Rob Vell et J.G. et Franquin. Il y a Rob Vell et puis le plus grand Franquin, mais même Fournier, par exemple, le Spirou et Fantasio des années 70 avait un certain charme. Alors, il se trouve que finalement, beaucoup de jeunes sont attirés par l'Amérique, vous par l'Europe. Et l'un de vos premiers voyages, ça va être à Varsovie à 19 ans. Alors, c'est pas Varsovie, c'est Vienne. C'est Vienne. Vienne, il y a eu Vienne et il y a eu la Prague, Hongrie. Dans la région, on va dire. Oui. Alors, cela dit, moi aussi, j'étais attiré par les États-Unis comme pas mal de gens de ma génération, mais c'est vrai que mon imaginaire était européen. Mais tout simplement parce que si vous regardez une carte de géographie, Milan est plus proche de... Strasbourg est plus proche de Milan que de Paris, par exemple. C'est une affaire de représentation. Et gamin, effectivement, on était parti avec mon grand-père qui était très âgé, très malade déjà, sur les traces de sa propre famille. Son père était né en Bohême. Donc on était à Prague en 1988. On était encore à l'époque communiste. C'était absolument... c'était sinistre et on n'a rien trouvé du tout. Mais effectivement, très jeune, je suis allé à Berlin-Est, je suis allé à Prague. Il y avait la proximité immédiate avec l'Allemagne. Et puis, je pense qu'il y a un voyage fondateur, c'est ce voyage que je fais en terminale à Vienne, à 17 ans. Et là, je sens quelque chose. Je sais pas, je me sens en harmonie avec la ville. Et surtout, je raconte des histoires à mes petits camarades de classe. Je me mens un peu, j'invente, j'embellis la réalité quelque part. Je leur raconte des histoires. Et il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Des histoires que vous avez sur tous les sujets. Mais c'était tout et n'importe quoi. Je me souviens, moi je fumais pas à l'époque, fumais, donc je allais chercher un paquet de cigarettes. Il y avait des vieilles cigarettes et je leur ai raconté une fausse histoire de ces cigarettes, par exemple. Je m'en souviens encore. Ce genre de choses. C'est très sérieux, puisque vous commencez par Sciences Po Strasbourg, qui a été créé d'ailleurs juste après l'ENA, après la guerre. Tout à fait. Et ça a été le point de départ de votre envie de faire ce métier de journalisme ou d'autre chose? Alors, vous avez dit que je suis journaliste. Je suis plus journaliste. J'ai pas de carte de presse depuis une dizaine d'années. J'écris encore dans les journaux. J'ai commencé comme journaliste. Je respecte beaucoup le métier de journaliste, mais je suis plus journaliste aujourd'hui. C'était l'idée d'être reporter. C'était de raconter les choses, en fait. Voilà. C'était ça, mon ambition mais en général, très jeune. On fait une école de journalisme, faire Sciences Po Strasbourg et ensuite aller en Angleterre, c'est pas le chemin le plus facile. Je sais pas si c'est le plus facile ou pas. Non, mais j'adorais les études. Et puis je savais, il y avait l'angoisse des diplômes chez moi. On est obsédé par les diplômes, par certaines réussites universitaires en tout cas. Et puis surtout, moi, je m'épanouissais vraiment dans les études. Autant je m'ennuyais au lycée, autant l'histoire, le droit, l'économie, toutes ces choses me passionnaient. La théorie des relations internationales. Donc j'ai jamais vraiment songé à faire une école de journalisme. Je voulais apprendre en fait. Et il y a une école très célèbre à Londres, la London School of Economics, qui a été dans l'un des 4 créateurs, et d'ailleurs Georges Bernard Shaw, ce qui est assez étonnant. Et là aussi, ça a été un apprentissage à la fois du travail et de la vie et de la fête. De tout, en fait. C'était l'année 96-97 et Londres, et en particulier la London School of Economics, qui à l'époque était dirigée par un philosophe qui s'appelait, je ne sais pas, Anthony Giddens, qui était le grand théoricien de cette fameuse troisième voie. Et donc, on est dans ce milieu des années 90 et Tony Blair va arriver au pouvoir ce printemps-là, en 1997.
Et je me souviens, il y avait des délégations du monde entier qui venaient à la London School of Economics pour s'entretenir avec Anthony Giddens. Et Londres était vraiment il y avait un espoir fou. Tony Blair était très jeune. Il y avait cette sensation de mondialisation heureuse. Et Londres était vraiment l'incarnation de cette sensation-là, de ce sentiment-là. Et il y avait aussi, c'était très frappant pour moi, en tout cas ils essayaient de recréer une relation directe avec la Londres des années 60. On parlait beaucoup de Cool Britannia à l'époque. Et ça m'a énormément marqué. Et quelque part, ça m'a déniaisé, parce que moi je venais de Strasbourg. Et là, j'étais en contact vraiment avec des cerveaux assez fascinants qui venaient du monde entier. Ça a été aussi ma première étape avec la mondialisation, d'une certaine manière. Et toujours l'envie de devenir reporter, journaliste ? Je me pose même pas tellement la question. À l'époque, je suis surtout incroyablement heureux d'étudier. J'ai des professeurs extraordinaires, notamment l'histoire du Moyen-Orient. Qui va vous servir plus tard ? Qui me servira bien plus tard. J'avais 2 professeurs notamment, j'en ai plusieurs, mais j'aimerais en citer 2. Il y en a un qui s'appelait Fred Halliday, qui est disparu, qui est un immense connaisseur du Moyen-Orient, qui parlait toutes les langues de la région, le farsi, le turc, l'arabe, et qui était capable en 1 heure de raconter toute l'histoire de l'Égypte, des pharaons à Moubarak. Et puis un autre, un très vieux monsieur qui s'appelait Wilson. Et ce monsieur Wilson avait servi dans l'administration britannique en Transjordanie dans les années 40. Donc tout ça a dû me marquer suffisamment pour que presque 30 ans plus tard, je revienne avec une histoire très proche de ces thèmes-là. Exactement, et cette histoire, on va en parler tout à l'heure, mais avant, on va revenir sur une autre de vos passions, à travers une date qui ne vous concerne pas, le 6 mai 1951. A tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Guèze. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Olivier Guèze, qui a été journaliste, on va en parler. Vous publiez Mésopotamia, qui est un roman étonnant chez Grasset, un roman vrai, inspiré d'une histoire authentique, on va également en parler. Mais on revient à votre parcours, puisque c'est le principe des clés d'une vie. Et si je parle du 6 mai 1951, c'est lié à un moment historique pour Strasbourg. Et c'est le 3e but. Strasbourg 3, Valenciennes 0. Strasbourg gagne pour la première fois la Coupe de France en 51. Et je pense que ce genre de choses peut vous toucher, car le football fait aussi partie de vos passions, Olivier Guèze. Oui, j'ai écrit sur le football. Je suis allé dans un très grand nombre de stades. J'ai eu la chance de suivre une Coupe du Monde pour le quotidien Le Monde qui m'avait envoyé en Russie pour la Coupe du Monde. Alors le foot occupe une place beaucoup moins importante dans ma vie aujourd'hui, mais c'est relativement récent, on va dire. J'ai appris énormément grâce au football, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré des gens formidables et ça reste quelque chose, oui, ça fait partie de ma vie, on va dire. Alors, l'équipe de Strasbourg, qui s'appelait au départ le FC Neudorf, lorsqu'elle est née en 1906, c'est un quartier de Strasbourg, et je crois que c'est à 8 ans que vous avez assisté pour la première fois à un match, Olivier Guèze. Oui, c'est la première fois que j'allais au stade de la Méno. C'était l'été 82 et ça a été un choc esthétique presque, je dirais. C'est-à-dire le stade, les couleurs, les supporters, l'atmosphère, la façon dont les équipes quadrillaient le terrain. Il y avait la présence de mon père aussi, très probablement. Il y avait quelque chose de très fort, de très beau. Et puis c'est cette tension en fait inhérente d'un match de football. Et qui m'a toujours séduite. Non seulement vous avez assisté à des matchs dans les stades et devant la télévision, mais vous avez aussi joué au football pendant vos études. J'ai joué comme tous les petits garçons, les clubs du quartier. Et c'est vrai qu'en Angleterre, je faisais partie de l'équipe de football de l'université de Sussex, c'est exact, à Brighton. Et ça vous amusait entre 2 cours? Ah, ça m'a plus qu'amusé, parce que à la fois j'adorais le football, mais ça m'a permis aussi de découvrir une Angleterre que peu d'étudiants Erasmus connaissent. Souvent, les étudiants Erasmus restent entre étrangers. Et là, c'était vraiment l'Angleterre profonde. C'était les déplacements avec l'équipe, c'était les beuveries après les matchs, quelquefois avant les matchs. Et puis, c'était des mecs formidables. Souvent, en Angleterre, les étudiants migrent. Ceux qui vivent dans le Nord viennent au Sud, etc. Et vice-versa. Et donc, j'ai eu, on va dire, une rencontre intime avec une Angleterre assez prolo, assez dure, mais assez très, très chaleureuse. C'était fantastique. Et les Anglais adorent les Français à une époque. À une époque. Je sais que pendant la guerre, par exemple, un Français qui était résistant, il ne payait pas dans les pubs quand il allait le soir. C'était un devoir de lui offrir sa consommation. C'est vrai, mais c'était pas comme ça quand moi je jouais. Je n'étais pas considéré comme un résistant quand je jouais dans l'équipe
l'équipe de Sussex. Alors, C'était très sympathique. Il se trouve que le football a évolué. Quand on pense que dans les années 50, la Fédération française de football a interdit la diffusion à la télévision, craignant que ça vide les stades. Et aujourd'hui, c'est devenu une affaire d'argent beaucoup plus que de sport parfois. C'est ce qui m'a beaucoup éloigné du football. En fait, pendant très longtemps, à part peut-être l'équipe de Strasbourg, j'aimais le football sans être vraiment supporter. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut aimer le football qu'en étant supporter. C'est-à-dire que si on regarde le football tel qu'il s'est développé, c'est impossible de l'aimer. Par contre, si on reste attaché à une ville, à des couleurs, ma foi, ça reste envisageable. Alors, il se trouve que vous avez connu aussi bien la folie du football au Brésil que la rigueur du football en Russie pendant la Coupe du Monde. Oui, j'ai aussi écrit sur le football argentin. Enfin, oui, le football a été, on va dire, un moyen et un prétexte pour me promener et pour raconter d'autres choses. L'éloge de l'esquive qui est consacré au dribble au Brésil, c'est aussi le moyen de raconter d'une certaine manière la culture noire au Brésil. La samba, la bossa nova, la musique, le cinéma novo, tout ça à partir de quelques gestes de football. Sur l'Argentine, par exemple, moi ce qui m'intéressait, c'était les deux demi-dieux que sont Borges et Maradona. La relation qu'ils entretenaient totalement à distance, évidemment. Ils ne se sont jamais croisés. Mais le football m'a énormément apporté. Pour comprendre la dynamique ou les dynamiques d'une ville ou d'un pays, ça reste absolument fascinant. Oui, la Coupe du Monde en Russie sous Poutine, on ne veut pas rigoler tous les jours. Ah mais Poutine a été un génie pendant cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'était pas trop renseigné, au fond, pouvait tout à fait imaginer que la Russie est un pays tout à fait normal. Parce que Poutine est venu au match d'ouverture, il est venu à la finale, le reste on l'a jamais vu. Les gens étaient sympathiques, même les gens dans les musées étaient sympathiques, les policiers étaient sympathiques, enfin toute la Russie était sympathique, en tout cas l'ouest de la Russie. Mais par contre, si on sortait un peu des rails que le régime nous imposait, là, ça se corsait. Je me souviens d'un voyage. J'avais pris un bout de transsibérien pour suivre des supporters uruguayens pour aller jusqu'à Yekaterinbourg. Et je voulais profiter de ce voyage pour sortir de mon wagon et parler à des Russes. Là, c'était impossible. On m'a tout de suite mis dehors avec ma traductrice de l'époque. Donc, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire en Russie. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est qu'au départ, Sèvres Blatter avait dit qu'il y aurait une rotation continent par continent. Donc, normalement, si ça avait été suivi, la Coupe du Monde 2018 aurait dû être au Mexique, au Canada ou aux États-Unis. Et ça s'est pas passé. Si vous le dites, oui, non, elle arrive là, c'est la prochaine. Alors, il se trouve aussi que tout ça, le goût des voyages, vous avez une particularité, c'est-à-dire que vous êtes un journaliste, quand on voit la liste des journaux pour lesquels vous avez travaillé, Olivier Guèze, on est très impressionné parce qu'il y a des journaux français, américains, italiens, enfin, tout y passe. Allemand. En général, on rentre dans un journal et on travaille. Là, vous êtes resté un journaliste résolument indépendant et c'est très rare aujourd'hui. Alors, ça c'était... Enfin, j'écris encore quelques fois dans les journaux, mais en fait, très... Moi, j'ai été salarié pendant quelques années, puis après, je me suis mis à mon compte, j'avais 30 ans. Et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait certains sujets qui pouvaient intéresser un grand nombre de publications internationales. J'ai fait des grands reportages, j'ai fait des grandes interviews que je vendais à droite et à gauche. Et puis après, un jour, j'ai envoyé un édito au New York Times en français. Et le lendemain, j'en revenais pas, il me proposait de le publier sans connaître personne, comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai écrit quelques articles pour le New York Times. Mais c'est un cas à part, parce qu'aujourd'hui, encore une fois... Oui, non, je connais personne ayant travaillé. J'ai publié quelquefois dans les journaux en Pologne, je sais pas, une dizaine de pays probablement, oui. Ceux qui a demandé des voyages et des investissements? Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Ça pouvait, soit c'était sous forme d'édito, ou alors c'était des grands reportages que j'ai vendus à diverses publications. Parce que vous avez été en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Moyen-Orient, partout. Non, pas partout. Je connais très très mal l'Afrique. Je viens de découvrir un petit peu le Sénégal. Je connais mal l'Asie. Mais j'ai une passion, effectivement, pour les Amériques, en particulier l'Amérique du Sud. Et je pense pouvoir prétendre très bien connaître l'Europe, que je sillonne en long et en large. Mais en même temps, la tradition des grands reporters de jadis, d'Albert Londres à Joseph Kessel, en passant par les premiers du Petit Parisien, c'était ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre le risque à tout point de vue pour réussir ce genre de choses. C'était pas évident. Non, c'est gentil de le souligner. Non, c'était pas évident. J'ai la chance, effectivement, de pouvoir travailler. Quand je travaille pour des journaux, ce qui doit arriver peut-être une fois ou deux fois par an,
à ce qu'on m'envoie pendant quelquefois 2 semaines, 3 semaines, avec la liberté totale de ramener quelque chose, une histoire. Mais ça aussi, c'est le résultat de l'instinct, du travail, de vos études? Un peu tout, beaucoup le travail. C'est aussi lié au livre, au succès des livres qui font qu'aujourd'hui, j'imagine qu'on donne plus la possibilité de faire ce genre de choses à des écrivains qu'à des journalistes. Exactement. C'est la tradition de Kessel, justement. C'est la tradition de Kessel, d'une certaine manière, oui. Kessel a surpris tout le monde. Le jour le début de la guerre des 6 jours, tous les reporters arrivent en Israël et Kessel était déjà là le premier, alors qu'il était déjà âgé. Il avait eu la carte numéro 1 pour entrer en Israël et il avait compris le truc. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Il y a un instinct journalistique. Je pense, mais moi je me mets pas là-dedans. C'est-à-dire que je vais jamais sur les terrains de conflit. Peut-être que j'aurais aimé aller en Ukraine le 22 ou le 24 février 2022. Je me souviens plus de la date précise du début de la guerre. C'est pas tant ça qui m'intéresse. Il y en a qui le font très bien et pour ça il faut être vraiment équipé aujourd'hui. Non, moi j'aime me promener et raconter des endroits prenons l'exemple du dernier grand récit que j'ai écrit, qui était un portrait du président Milei pour Le Point, il y a quelques mois. Moi, je voulais pas tout de suite aller en Argentine après son élection. Je trouvais plus intéressant de laisser passer quelques mois et de voir un petit peu comment ça se passait. Donc, il y avait eu une masse énorme de journalistes qui étaient venus juste avant ou au moment de l'élection. Et puis, comme toujours, ils avaient quitté ce terrain pour aller en arpenter un autre. Et moi, je suis arrivé 4 mois plus tard avec plus de 15 jours devant moi pour me promener, essayer de le rencontrer. Et donc, je raconte comment je ne l'ai pas rencontré, justement. Donc, c'est vrai que c'est une chance immense, j'en ai conscience, qu'on me fasse confiance et qu'on m'envoie comme ça pendant plusieurs semaines pour raconter des histoires. Mais ça, c'est vraiment une partie... aujourd'hui très, je vais pas dire anecdotique, mais très réduite de mon activité. Mon activité, c'est vraiment l'écriture de livres. Eh bien justement, on va l'évoquer à travers une autre date qui est importante pour vous, c'est le 6 novembre 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Guèze. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Olivier Guèze, nous parlerons tout à l'heure de ce roman vrai, Mésopotamia, que vous publiez chez Grasset, qui est un roman passionné et passionnant. Et justement, on a parlé de vos débuts de journaliste et vous parlez de l'écriture. Et il y a une date clé, à mon sens, c'est le 6 novembre 2017. Vous recevez ce jour-là le prix Renaudot. À votre grande surprise, c'est dans une décontraction totale. C'est vrai ? Décontraction et grande surprise, je dirais pas décontraction. Non, on est quand même très tendu. Le week-end d'avant, moi je me souviens, j'étais à Stockholm. Enfin, je suis parti pour prendre l'air un peu et essayer d'oublier. Mais je me souviens que le dimanche, j'étais quand même assez tendu. Le lundi matin, j'avais coupé mon téléphone en fait. J'avais rendez-vous chez Grasset et j'ai pas rallumé le téléphone. Olivier Noral, le PDG de Grasset, m'attendait en haut des escaliers, mais je savais pas ce qu'il avait à me dire, en fait. Vous êtes promené un peu avant d'arriver? Ouais, j'avais besoin j'ai marché, je sais pas, 2 heures dans Paris. Et là, vous arrivez et vous apprenez que vous avez le prix Renaudot. Voilà, exactement. Il me dit, vous étiez surpris? Oui, bien sûr. Enfin, surpris. Il y a tellement de sélections qu'à un moment, on finit par... Ça tombe pas du jour au lendemain, mais je m'attendais pas à l'avoir si vite pour un deuxième roman, en tout cas. Oui, et je crois que vous avez succédé à Yasmina Reza, qu'il avait eu l'année précédente. Donc vous avez été pris dans un tourbillon de folie à partir de ce moment-là. Ça a été 2 années assez interrompues en fait par le Covid, parce que ça aurait peut-être pu durer encore plus longtemps. Oui, parce qu'il y a eu énormément de traductions à l'étranger, énormément de ventes, toutes sortes de sollicitations. C'est vrai que j'ai basculé dans quelque chose auquel non, je m'attendais pas à ça si vite, on va dire. À un moment, on planifie un petit peu. Là, ça a basculé très vite. Et d'ailleurs, vous avez la fête a commencé chez Drouan, qui à l'époque appartenait à un propriétaire alsacien. Absolument. Et d'ailleurs, il y avait toute une colonie alsacienne qui m'attendait au restaurant. C'était très sympathique. Et je crois que le seul Alsacien qui ait reçu le prix Renaudot avant vous, c'était Alfred Kern en 60 pour Le Bonheur fragile. Ben voilà, vous me l'apprenez. Alors, il se trouve que ce roman, ça s'appelle La disparition de Joseph Mengele, et ça a été un sujet qui vous a passionné, et une idée qui est venue parce que, bon, c'est quand même un médecin nazi à Auschwitz, et vous avez eu l'idée de raconter une histoire que personne n'avait eu l'idée de raconter, sa disparition. Raconter comme ça, en tout cas. Disons que la disparition de Mengele, c'est la 3e partie d'un triptyque qui avait débuté 10 ans plus tôt, lorsque je me suis installé à Berlin en 2005,
avec une bourse du Sénat de la ville de Berlin pour écrire un livre qui s'est appelé L'impossible retour sur l'histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945. Et c'est un livre, en fait, en gros, sur la mémoire, sur la reconstruction ou pas d'individus, de villes, de sociétés. Mais c'était le regard des victimes sur cette période-là. C'était aussi un essai, une espèce de mosaïque sur la mémoire allemande et l'évolution de la mémoire allemande. Et à l'époque, déjà, j'avais envie de raconter cette histoire d'une toute autre perspective, celle d'un criminel. Mais à l'époque, je ne savais pas, en fait, quel criminel. Entre l'impossible retour et la disparition de Mengele, il y a un film qui s'appelle, en allemand, Der Staat gegen Fritz Bauer. Fritz Bauer, un héros allemand, en bon français, dont j'ai coécrit le scénario avec le réalisateur et qui raconte justement l'histoire de ce procureur allemand, grand procureur à Francfort dans la Hesse, qui est connu pour avoir instruit le plus grand procès de l'histoire pénale de l'Allemagne fédérale, qui est le procès d'Auschwitz. Et cet homme est celui qui a localisé Eichmann en Argentine, ce qu'on a su beaucoup plus tard. Et on raconte cette histoire-là. Donc pour préparer le scénario, j'ai beaucoup lu sur les milieux nazis en Argentine. Et c'est à ce moment-là que je tombe à plusieurs reprises sur Mengele. Et là, je me dis, voilà, j'ai cet homme-là. Et en fait, il y avait tellement de légendes à propos de Mengele jusqu'aux années 80-90 que je trouvais intéressant de débroussailler un petit peu le mythe Mengele en Amérique du Sud. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'écrire la disparition. Oui, il faut savoir que ce médecin donc d'Auschwitz, ce médecin si on ose dire, qui était un criminel, finalement, il a fui en Amérique du Sud et on ne l'a jamais retrouvé jusqu'à sa mort. On l'a jamais retrouvé. Et non, il a même échappé après sa mort, puisqu'il a été enterré sous une fausse identité. Et ce n'est que des années plus tard, au milieu des années 80, 6 ans après sa mort, qu'on a découvert que l'homme enterré dans ce cimetière-là était bien Joseph Mengele. Il a même fallu encore les années 90 pour avoir les preuves ADN, et c'était bien le cadavre de Mengele. Et alors que c'était un petit capitaine SS au départ, qui avait une famille riche, c'était ça C'est ce qui m'intéressait. Je pense que Mengele est l'incarnation, bien plus qu'Eichmann, de la banalité du mal. C'est-à-dire que vous avez un fils de bourgeois, un bourgeois lui-même, plutôt cultivé, une culture conservatrice, mais assez cultivée en littérature classique allemande, en musique allemande, qui épouse une femme à peu près du même milieu, qui a fait des études d'histoire de l'art à Florence à la fin des années 30, et qui, quelques années plus tard, va envoyer 400 000 personnes à la mort en sifflant des airs d'opéra. Et pour moi, Mengele, au-delà de son histoire, de la traque, de comment il a disparu, comment il a échappé, comment, quelque part, il a disparu, il s'est dévoré lui-même, pour moi, c'est la métaphore, en fait, de ce qui s'est passé en Europe dans la première partie du XXe siècle. C'est-à-dire le suicide européen, la folie meurtrière européenne, pour moi, est incarné par Joseph Mengele, et c'est aussi pour ça que je voulais raconter son histoire. Alors, il fallait encore retrouver des documents, c'était pas simple. C'était pas simple, mais ça faisait presque 10 ans que je travaillais sur ces sujets-là, et en se donnant un peu de peine, on trouve quand même. On lit, moi j'ai pas l'imprétention, je suis pas historien, je n'invente rien, mais je lis énormément avant de commencer à écrire ce genre de livre. C'est presque une enquête que les services secrets n'ont pas pu faire du vivant de Mengele. Tout ça est toujours beaucoup plus facile après. Pendant, c'est toujours plus compliqué, évidemment. Et après, il faut le vouloir. Moi, j'avais envie. Pendant très longtemps, on n'a pas voulu. Alors, il se trouve aussi qu'on a raconté des tas d'histoires sur lui, notamment, il y a des villages de jumeaux qu'il aurait créés. Ça, c'est des légendes qui ont couru dans le monde entier. Complètement. Alors qu'en fait, à l'époque, il croupissait dans une favela à côté de Sao Paulo, seul, à moitié fou, amoureux de sa femme de ménage qu'il n'osait pas épouser parce qu'il avait peur de passer devant l'officier de mairie. Et donc, je trouvais assez intéressant l'espèce de mise en perspective entre la légende de Mengele dans les années 60, illustrée par des films comme Marathon Man ou Ces garçons du Brésil avec Grégory Peck, et décrire ce qu'était le quotidien sordide de Mengele à l'époque. Ça veut dire aussi se plonger dans sa vie, ça vous réveillait la nuit de temps en temps? Oui, je l'ai dit, ça a dû m'arriver quelquefois, je ne veux pas non plus exagérer. Il y a des gens qui ont vraiment souffert de Mengele, mais oui, non, se plonger là-dedans n'est pas simple. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la Shoah, je me suis toujours tenu un peu à l'écart. Parce que je pense que ça peut vraiment bouffer littéralement. Mais là, j'avais pas le choix. Il fallait que je lise sur lui, il fallait aussi que je lise notamment sur les médecins nazis dans les camps.
Et en même temps, il fallait une écriture neutre. Ça, c'était très important parce qu'en général, vous auriez pu écrire une fresque. Non, il fallait. Souvent, je module mon écriture en fonction des sujets sur lesquels j'écris. Et là, pour Mengele, c'est une course-poursuite, quelque part. C'est une traque. Et c'est la traque aussi d'un personnage très particulier. Et donc, il s'agit d'éviter au maximum les métaphores, pas trop d'adjectifs, beaucoup de verbes, en fait. L'idée de la course-poursuite, d'une certaine manière. Donc un livre assez ramassé. Oui, et ça veut dire s'enfermer pendant 3 ans pour écrire un livre. Oui, 3 ans, en tout cas 1 an, même pas, 6-7 mois d'écriture très, très intense. Mais quand j'écris, c'est toujours très intense. Je fais que ça, 7 jours sur 7. Ça dure le temps que ça doit durer, mais il n'y a rien d'autre. Et ce livre, effectivement, a été traduit, je crois, dans une dizaine de langues. Plus, on doit être à 30 aujourd'hui. Puis il y a eu une adaptation en bande dessinée, il y a une adaptation au théâtre, il y a une adaptation au cinéma qui arrive, donc ça a été un gros truc. Et vous attendiez un tel succès ? On s'attend jamais à un tel succès. On écrit les livres qu'on a envie d'écrire, puis après on voit. À partir du moment où un livre sort, il vous appartient plus. Il fait sa vie ou il fait pas sa vie, mais vous pouvez rien faire. Et vous avez dit un jour, Olivier Guest, que vous étiez obsédé par les après-guerres. Oui, pendant très longtemps. C'est un thème qui continue de m'intéresser. Surtout l'après-guerre en Europe, en fait. C'est-à-dire que quand on voit jusqu'où l'Europe est arrivée entre 1914 et 1945, les blessures qu'elle s'est infligées, le suicide européen, comment des individus, des familles, des villes, des sociétés, des nations se reconstruisent et à quel prix, d'abord c'est mon histoire personnelle, et par ailleurs je pense qu'on en est toujours là. C'est-à-dire, je pense que l'Europe ne s'est jamais vraiment remise des crimes de Mengele. Quand je dis de Mengele, c'est ce que représente Mengele. Je pense que l'Europe n'est jamais vraiment sortie de ça et je ne suis pas sûr qu'elle réussisse un jour à s'en sortir. Mais en plus, c'est un sujet qu'on n'évoquait pas jadis. Moi, je me souviens d'avoir interviewé Beth Klarsfeld à tout début. Je travaillais avec Philippe Bouvard. À l'époque, elle était l'une des rares à traiter ce genre de sujet, à commencer la traque avec son mari, et ça n'intéressait absolument personne. Non, ça n'intéressait pas grand monde. En fait, oui, il y a des modes, comme pour tout. Et je crois que le basculement en Occident, c'est ce feuilleton qui s'appelait Holocauste, diffusé à la fin des années 70. Parce que c'était l'incarnation en fait du destin d'une famille juive brisée par le régime nazi. Donc il y avait une projection personnelle. En tout cas en Allemagne, il y a un avant et un après. Avant, il y avait Pardon, je vous interromps, mais il y a des historiens ont tout de suite travaillé, où il y a eu des mémoires, mais qui n'intéressaient personne. Mais à partir du moment où ce feuilleton est diffusé, et puis aussi parce que le temps passe. Et en tout cas, en Allemagne, c'est très, très frappant. Mais il faut aussi reconnaître que c'est une question de réel politique, dans le sens où l'Allemagne, mais c'est valable pour la France, l'Italie, encore dans une moindre mesure, l'Autriche, encore plus tard, l'Allemagne s'attaque vraiment à ce passé à partir du moment où la génération qui était, pas nécessairement aux manettes, mais en tout cas qui était active pendant la Seconde Guerre mondiale, part à la retraite. C'est-à-dire qu'en fait, les structures de l'État, les structures de la société ne seront pas menacées. Il y aurait eu un travail pareil dans les années 50-60, mais c'était la moitié de toute l'administration qu'il aurait fallu licencier, peut-être plus même, les juges, les universitaires, les policiers. Là, à la fin des années 70, on peut se permettre, parce qu'une nouvelle génération est arrivée et les a remplacés. Et en France aussi, il a fallu attendre une trentaine d'années, c'est Le chagrin et la pitié, c'est le livre de Robert Paxton sur la France de Vichy, pour ébranler un petit peu les consciences. Mais après, c'est aussi humain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout le monde avait envie de se reconstruire. Tout le monde avait envie d'oublier la guerre. Les victimes comme les bourreaux. Tout le monde était se projeter vers l'avant. La génération d'après-guerre n'en parlait pas, ce n'est pas encore l'histoire. Même, on n'en parlait même pas en famille. C'est ensuite, aujourd'hui, qu'on en parle. Mais parce que... D'abord, il faut aussi comprendre quelque chose. Les survivants étaient très mal vus à l'époque. C'est-à-dire, pourquoi lui a survécu et pas ma mère ou mon frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a trahi? Est-ce qu'il a couché? Est-ce qu'il a payé? Ou que sais-je? Et donc, la vision du survivant a évolué avec les décennies. Aujourd'hui, il en reste très peu, mais on va dire des années 80 jusqu'à aujourd'hui, le survivant avait une figure de saint, quelque part. Mais ce n'était pas du tout le cas de la fin des années 40 aux années 80. Alors vous avez vécu à Berlin, à Londres, à Bruxelles, au Managua et maintenant en France. Pourquoi aussi cette... Non, je ne vis plus en France. Oui. Moi, je vis à Rome aujourd'hui. Vous êtes mieux à Rome Je suis bien à Rome. Je suis très bien à Rome. Pourquoi ce goût de changer? J'aime bien me sentir étranger.
C'est un exil de luxe, on va dire. C'est un exil où je peux toujours rentrer. Non, parce que j'adore les langues étrangères, j'adore m'immiscer, m'intégrer à une autre culture. J'aime bien ce mélange. Et parce qu'au fond, alors à part la parenthèse nicaraguayenne qui n'a pas duré très longtemps, je considère vraiment l'Europe comme mon territoire. C'est-à-dire, je suis chez moi en Europe. Et donc, que je sois à Berlin, à la rigueur, je me sens mieux à Berlin qu'à Toulouse. Toulouse, pour moi, c'est très, très étranger. J'ai passé le premier confinement en Bretagne, c'était très, très particulier. Je crois que j'aime les grandes villes européennes cosmopolites. C'est mon milieu. Et pas seulement l'Europe, on va en parler à travers la date de la sortie de votre livre, le 14 août 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Guèze. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Olivier Guèze. On a parlé de votre parcours de journaliste, du prix Renaudot avec Joseph Mengele. Et le 14 août 2024 est sorti Mésopotamia, un roman chez Grasset avec encore un personnage méconnu, Gertrude Bell, dont vous aviez entendu parler il y a quelques années, avant même d'avoir l'idée d'écrire ce livre. Oui, tout à fait. Quand j'étais jeune journaliste, donc les quelques années où j'étais salarié, je travaillais à la Tribune, je m'occupais des questions pétrolières et du Moyen-Orient. Et donc commence la guerre en Irak en 2003, donc je lis beaucoup sur la région. Il était question que j'aille en Irak à 2 reprises à ce moment-là, ça s'est pas fait. Même vous avez fait un livre d'ailleurs. J'ai fait un livre, vous pensez à mon tout premier livre, La Grande Alliance. Oui, c'est encore un espèce de livre géopolitique. J'ai compris qu'il fallait plus jamais faire de livre géopolitique lié à l'actualité. C'est risqué. Mais bon, c'est un banc d'essai. Non, je me suis arrêté. J'étais parti du Kurdistan turc pour essayer d'entrer au Kurdistan irakien. Et en fait, j'ai tellement traîné. J'ai bien mangé, j'ai beaucoup visité. J'avais un guide formidable. Et plutôt que de me précipiter dans l'Irak en guerre, j'ai traîné et je ne suis jamais entré en Irak. Bref. Toujours est-il qu'à ce moment-là, je lis beaucoup sur la région, sur l'Irak, et j'entends parler d'une femme qui s'appelait Gertrude Bell, et je tombe sur une photo qui a été prise en mars 1921 au Caire, à la conférence du Caire. Et la conférence du Caire, c'est la conférence lors de laquelle les Britanniques, autour de Winston Churchill, jeune secrétaire aux colonies, dessinent les frontières du Moyen-Orient moderne. Et donc à l'issue de cette conférence, une photo de groupe est prise, Churchill au milieu, Lawrence, le fameux Lawrence d'Arabie derrière lui, et autour d'eux, 39 voleurs, et parmi les 40 voleurs de Churchill, il les appelait comme ça, il y a une voleuse. À l'extrême gauche, grand chapeau, un boa en fourrure, et donc cette femme est Gertrude Bell, et je me suis demandé, mais qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait sur cette photo? Et donc c'est là que j'ai compris qu'elle avait une vie absolument extraordinaire, et qu'en fait elle était l'architecte de la Mésopotamie moderne, ce royaume d'Irak qui deviendra la République d'Irak. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une femme qui était une femme de la haute société britannique, qui aurait pu avoir une vie du côté de Château de Windsor, et qui a voulu tout à fait autre chose. Elle se sentait mal à l'aise, elle n'était pas... Elle avait d'autres aspirations. Elle n'a pas réussi à se marier à l'âge où on se mariait dans ces milieux-là, c'est-à-dire très jeune, autour de la vingtaine. Elle attendait autre chose. Elle aimait la politique, elle aimait l'histoire, elle aimait les voyages. Et donc, au fur et à mesure, elle largue les amarres pour devenir sans doute la meilleure spécialiste des déserts de Syrie, d'Arabie et de Mésopotamie, juste avant la Première Guerre mondiale. Et elle apprend les langues, donc le persan. Elle découvre l'Orient en Perse, où l'un de ses oncles est ambassadeur de Grande-Bretagne, mais son grand amour, c'est l'arabe. Donc elle étudie l'arabe à Jérusalem en 1899 ou 1900, je ne me souviens plus. Et à partir de là, elle va commencer à s'aventurer, elle va quitter les villes pour s'aventurer dans les déserts. D'abord autour de Jérusalem, ensuite c'est vers la Syrie, ensuite l'Arabie, la Mésopotamie. Elle va découvrir les tribus de Bédouins. Plus qu'elle les découvre, c'est-à-dire qu'elle va trouver en les Bédouins des espèces de frères, des compagnons, des frères d'âme. Ce sont des personnes ces Bédouins lui ressemblent d'une certaine manière. Ils sont rebelles et conservateurs, par exemple. Ils sont libres, ils aiment le voyage, ils sont attachés aux traditions, ils ont tout un code d'honneur.
Et c'est ce qui va séduire aussi le jeune Lawrence, qui est le grand ami de Gertrude Bell. Voilà, ils se sont rencontrés comment? Ils se sont rencontrés sur un site archéologique, puisque Gertrude Bell a aussi été archéologue, oui. et Lawrence était aussi archéologue, et à l'époque, les deux d'ailleurs travaillaient déjà pour les services secrets britanniques. Et donc elle revient de Mésopotamie, justement, on est en 1911, et elle veut saluer un ami qui travaille sur un site archéologique dans le nord de la Syrie, sur un site qui s'appelle Carchemish, où on fait des fouilles sur une forteresse hittite. L'ami en question n'est pas là, et elle est accueillie par deux hommes, dont l'un est un petit monsieur, très jeune, de cheveux blonds, paille de viking, accoutré d'une manière très bizarre, très excentrique, avec un blazer et un bermuda de flanelle, de hautes chaussettes, une grande ceinture rouge arabe, très impertinent, mais passionnant, qui est le jeune Lawrence. Et donc ils se rencontrent à ce moment-là, et en fait ils partagent beaucoup d'affinités, que ce soit la culture classique, sur leur éducation à Oxford, le fait de se sentir à l'étroit en Angleterre et presque de la haine vis-à-vis des Français. C'est quelque chose aussi qui les lie, c'est qu'ils ne supportent pas les Français. C'est drôle. Alors, ce qui est curieux aussi, c'est qu'il y a eu un film dont on va écouter le générique, et justement, Gertrude Bell, on n'en parle pas dans ce film. Laurence d'Arabie, adapté des 7 piliers de la sagesse, qui était son livre. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, il y a 3 versions de ce film. Il y a une version originale de 216 minutes, en 62, et puis en 89, une version de 227 minutes, et il y a quelques années, une version de 226 minutes. Non, je savais pas. Je sais pas laquelle j'ai vue d'ailleurs. Et les 3 existent aujourd'hui, mais surtout au départ, le rôle de Laurence d'Arabie avait été offert à Marlon Brando, qui a refusé. Ensuite, il y a eu Albert Finet, qui a refusé. Anthony Perkins qui a refusé. Et c'est comme ça que Peter O'Toole est devenu une star. Est devenu une star, absolument. Il peut les remercier. Ça, j'avais lu l'histoire de Marlon Brando. Ça, je savais. Alors, ce film, effectivement, Laurence d'Arabie, grâce à vos recherches, on découvre combien Gertrude Bell a été aussi importante et pourquoi on n'en parle pas. Et peut-être même plus importante. On n'en parle pas parce que Laurence a écrit un... Bon, d'abord parce que Gertrude est une femme et qu'effectivement, les femmes à l'époque, on les enterre assez rapidement. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. Ensuite, parce que Laurence a écrit un chef-d'œuvre. Hein, les 7 piliers de la sagesse font partie... Le livre fait partie des grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale au XXe siècle. Il y a ce film. Et puis aussi parce que donc Laurence est un héros romantique quelque part. Il lance la révolte arabe. Alors moi dans le livre je raconte comment est née l'idée de cette révolte arabe. La geste est beaucoup moins révolutionnaire et généreuse que le film la laisse entendre. Mais à la rigueur peu importe. Mais lui n'a pas été associé à une création on va dire aussi durable que le royaume d'Irak. Or le royaume d'Irak c'est une catastrophe au fond. C'est un monstre quelque part, mort-né dès le départ. L'idée d'associer des populations qui ne se sont jamais entendues, de religions différentes, dirigées par une minorité, et Gertrude Bell en est largement responsable, a fait qu'on ne pouvait pas associer Gertrude Bell à une grande réussite géopolitique, alors qu'elle a été un acteur majeur de la géopolitique de la région. Comment elle a été repérée par les Britanniques, par les services secrets qui l'ont engagée? Alors, est-ce que vous voulez la version du livre ou est-ce que vous voulez la vraie version? La vraie version. La vraie version, en fait, moi je simplifie un petit peu. Elle avait un ami qui était journaliste pour le Times, qui était correspondant étranger et qui en fait travaillait pour les services secrets. Et c'est lui qui va la mettre en contact. Moi, j'ai un peu simplifié les choses. Cet homme disparaît dans le roman et j'écris que c'est son oncle, qui est donc l'ambassadeur de Perse, qui va avertir le Foreign Office. Mais à l'époque, déjà, effectivement, tous ces gens gravitent dans le même milieu. Il est très probable que l'oncle en question signale la présence de sa nièce, signale les talents de cette jeune femme. Oui, talent diplomatique parce qu'elle va naviguer, et les femmes sont rares au niveau de la diplomatie, et dans ce livre vous racontez son parcours qui va l'amener très loin pour justement construire le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Tout à fait, c'est un parcours tout à fait improbable, elle est vraiment la seule femme, c'est la grande différence, parce qu'il y a d'autres exploratrices exceptionnelles à l'époque, mais elle, la grande différence, c'est qu'en fait elle a des responsabilités politiques immenses, des responsabilités historiques, donc elle est d'abord chef des renseignements,
après son arrivée à Bassora, et puis à Bagdad. Et ensuite, elle est l'architecte de la création de ce royaume d'Irak. Elle va dessiner ses frontières, elle va décider... En tout cas, elle va convaincre les responsables de la nécessité d'associer Kurdes, sunnites et chiites, ce qui s'est révélé une folie. Elle va imposer un monarque qui est le roi Faisal, donc la famille des Hachémites, celle qui est toujours au pouvoir en Jordanie aujourd'hui, de régner sur l'Irak alors qu'il n'avait jamais mis les pieds en Mésopotamie. Donc tout ça, on le lui doit. Et donc c'est la grande différence avec ces autres femmes. Et par ailleurs, la différence avec ces autres femmes, c'est que ces femmes étaient plutôt émancipées, elles étaient avant-gardistes. Elle est très conservatrice, elle ne se voit pas du tout comme l'avant-garde, une avant-garde féministe, mais au contraire, c'est une aventure personnelle, individuelle, et elle se considère plutôt comme l'égale d'un homme. Oui, elle est anti-suffragette. Elle est entre autres anti-suffragette, absolument. Elle est même présidente de la Ligue anti-suffragette du nord de l'Angleterre. Donc ça va assez loin, son engagement. Et les suffragettes, elles sont nées en 1903, je ne sais pas si vous le savez. C'est une dame qui s'appelait Emmeline Pankhurst qui, avec ses 3 filles, ont fondé la Women's Social and Political Union. Il y avait Christabel, Sylvia et Adela. Et elles ont essayé de faire des femmes les égales des hommes. C'est les premières à avoir tenté ça. Absolument, et elles apparaissent à un moment lors d'un déjeuner chez des amis de la famille belge, justement, de cette bonne société britannique. Alors, il se trouve que vous le racontez dans votre livre, Olivier Guèze, qu'elle est arrivée, justement, au bon moment. C'est-à-dire que c'est le moment où on a redécouvert la Mésopotamie en disant, tiens, l'avenir est peut-être là, alors que c'était le passé. Oui, parce que pendant des siècles, en fait, le Moyen-Orient, quelque part, qu'on n'appelait pas le Moyen-Orient encore à l'époque, était tombé en déshérence. C'est-à-dire que l'axe du monde était passé justement du Moyen-Orient, qui est évidemment le nombril du monde à l'époque de l'Antiquité, et bien plus tard encore, puisque c'est le lieu où se croisent les grandes caravanes commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Donc ce Moyen-Orient avait quasiment disparu au profit de l'Atlantique, et à partir du moment où on avait contourné l'Afrique pour arriver aux Indes. À la fin du 19e siècle, le Moyen-Orient reprend toute sa place, d'abord parce qu'on creuse, on perce le canal de Suez, et donc on raccourcit considérablement la durée des caravanes commerciales, j'allais dire, modernes. Et puis surtout parce que commence la deuxième révolution industrielle qui fonctionne au pétrole. Et le pétrole, il n'y en a pas partout, et il n'y en a pas du tout dans l'Empire britannique, mais il n'y en a pas, ou très peu, dans l'Empire français. Il y en a un petit peu dans l'Empire russe. Il n'y en a pas en Allemagne. Pardon. Et donc, toutes ces grandes puissances, à partir de la fin du 19e, vont jeter leur dévolu sur le Moyen-Orient, qui, à l'époque, appartient encore à l'Empire ottoman, moribond. Et donc, c'est comme ça que la Mésopotamie, le pays entre les 2 fleuves, qui était le grenier à blé de l'Orient antique, redevient l'objet de bien des conquérants. Ce travail vous a demandé 6 ans, Olivier Guèze, avec beaucoup de recherches dans les archives. Pas tant dans les archives. Encore une fois, moi je ne suis pas historien, mais beaucoup de lectures. Énormément de lectures parce que ça touche à tellement de sujets. Il fallait déjà entrer dans la peau d'une femme née en 1868, donc je suis quand même très, très éloigné, a priori. Ensuite, donc, il fallait comprendre la condition féminine sous Victoria, sous Édouard. Il y a toute la littérature autour de la Première Guerre mondiale, de l'Empire des Indes, qui est directement responsable de la région du Golfe. Le jeu allemand au Moyen-Orient, le jeu français, les biographies de Churchill, de Lawrence, il y en a eu tellement. Donc tout ça, il fallait le digérer. Donc ça a pris du temps, oui, en effet. Et je crois qu'il y a un retour aux sources qui est prévu avec une présentation au Parlement européen de Strasbourg. C'est vrai. Là, ce sera ce week-end. Oui, c'est exactement. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est presque une consécration. Ça me fait très plaisir, en tout cas. Parce que finalement, tout est parti de là. Vous imaginiez faire un tel parcours et faire un tel travail sur des livres ou sur des articles? On imagine rarement... en tout cas, j'ai conscience de la chance que j'ai, oui, ça c'est clair. C'est-à-dire pouvoir, dans un monde comme le nôtre, pouvoir vivre de sa plume en écrivant sur des choses qui vous intéressent, c'est très rare, on n'est pas très nombreux. Et des choses qu'on ne connaît pas. En plus, mais qu'au départ je connais mal aussi. Donc c'est-à-dire que, quelque part, cette volonté de transmettre, de raconter, d'écrire des récits est vraiment la chose qui m'anime.
En tout cas, ce livre Mésopotamia que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, c'est un voyage passionnant et passionné, c'est-à-dire qu'on découvre cette femme, on découvre un pays, on découvre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui. C'est une synthèse. C'était l'ambition, c'est-à-dire raconter à travers le parcours tout à fait exceptionnel, la vie exceptionnelle de cette femme, la jeunesse du Moyen-Orient et la jeunesse en fait du monde moderne. Eh bien, mission accomplie. Eh bien, merci. Ça s'appelle Mésopotamia chez Grasset. Merci Olivier Guez d'avoir écrit et continuez ainsi. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.